La carte française, l'image c'est un plus ou un moins, par exemple? On la revendique pas sur ce type de produit. Il y a une partie des Japonais qui ne sait pas que Tefal est français. Julien Major, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Studio CCI. Merci. On vous reçoit pour fêter un anniversaire. C'est les 70 ans du groupe Tefal Monde, si je ne m'abuse. Ça. Et on sort des 50 ans du groupe SEB au Japon, ce qui montre la longueur de votre présence dans un secteur, l'électroménager, où je crois qu'il y a assez peu de marques étrangères, si je ne m'abuse, encore une fois, face à une concurrence quand même domestique très, très solide, et qui montre un peu la pérennité de votre présence. Vous, est-ce qu'on peut peut-être d'abord commencer par votre parcours avant d'arriver à SEB Japon? Avec plaisir. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les produits de grande consommation, il y a une quinzaine d'années. Je travaillais dans les marques de biscuits, de chocolat et de café en France, sur des fonctions commerciales. C'est les fonctions commerciales qui m'ont amené à changer d'industrie et à rentrer chez Groupe SEB, en 2017, bientôt 10 ans. J'ai fait de la négociation avec les centrales d'achat, à des grandes enseignes en France. Et ensuite, j'ai étendu mon parcours sur les fonctions de ressources humaines. J'ai travaillé en tant que directeur des talents sur les fonctions marketing, commerciales pour le groupe au niveau mondial. Donc la gestion de carrière, la gestion de talent, ce qui m'a permis d'ouvrir les perspectives à l'international. Puis ensuite de prendre la direction des ressources humaines de l'Asie-Pacifique, avant d'être nommé directeur général du Japon, il y a 1 an et demi. Alors c'est drôle parce qu'on dit souvent que l'un des challenges du Japon, c'est les ressources humaines. Donc j'imagine que ce parcours vous a préparé à cette partie particulière de votre job. C'est sûr que les ressources humaines, elles m'ont permis d'avoir un regard spécifique sur le Japon, de comprendre les spécificités culturelles au travail, et comment appréhender les équipes, mieux s'intégrer en arrivant au Japon. À l'époque, je savais pas, que je serais nommé directeur général ici, mais c'est une vraie chance de pouvoir l'avoir approché par les RH. Certainement aussi une des raisons pour lesquelles le groupe a souhaité me nommer sur ce pays, en tant que Français où il y a un écart culturel au travail qui est relativement important. Vous êtes combien au Japon aujourd'hui? On est 150 employés au Japon, en dehors des magasins qu'on opère avec des prestataires externes. Alors on va parler du marché japonais qu'on dit souvent complexe, difficile, avec plusieurs étapes jusqu'au consommateur final et toute une série de spécificités. Et puis l'exigence japonaise du consommateur qui en fait un peu un benchmarking mondial. Est-ce que cet aspect du consommateur japonais, souvent qui connaît parfois mieux les produits que le producteur lui-même, comment ça impacte la stratégie de SEB par rapport à l'Europe, par exemple? Hem, je pense que la première réponse que je pourrais apporter à cette question, c'est la qualité. C'est une obsession pour nous au Japon. Je dirais pas que c'en est pas une au niveau mondial évidemment, puisque on a pour objectif de fabriquer des produits de qualité, durables, et je pense que c'est une des vraies valeurs du groupe au niveau mondial. Au Japon, c'est d'autant plus important. Donc on a des exigences de qualité qui sont supérieures à la plupart des autres marchés sur lesquels on lance des produits ou sur lesquels on opère. Ça veut dire zéro défaut, ça veut dire un Ça veut customer service ça très, veut dire très 0 défaut pointu. de A à Z. C'est-à-dire que jusqu'à la qualité du packaging qui va arriver en magasin, un produit peut nous être retourné par un client. Des choses qu'on voit assez peu en Europe ou sur un marché comme la France sur lequel j'ai pu travailler, sur lequel on va accepter qu'il y ait des défauts qui soient absolument mineurs. Mmh. Ici, l'exigence de qualité est extrêmement forte, ce qui nous pousse à bien choisir nos projets, à très souvent les localiser aussi pour s'adapter aux spécificités locales, aux exigences locales, aux habitudes locales, et qui fait qu'on a eu un modèle relativement performant et pérenne à travers les années. Mais ça veut pas dire produire localement, ça veut dire adapter les produits à un marché local avec un petit truc en plus, Ouais, ça veut dire développer des produits conjointement avec les équipes japonaises. Donc nos équipes de développement, où qu'elles soient basées dans le monde, travaillent en très forte proximité avec les équipes marketing au Japon dans le développement des produits, soit par des adaptations de produits internationaux. Comme tu dis, de pouvoir ajouter des spécificités sur certains produits pour mieux appréhender le marché ici, soit en développant des produits
spécifiques pour le marché japonais qu'on a fait plusieurs fois dans le passé. On parlait des ressources humaines, peut-être on peut en revenir un peu. Est-ce que ça veut dire un style de management très différent de ce qui est ailleurs? Est-ce que ça veut dire être plus, enfin, on dit souvent à l'écoute des sous-entendus, à essayer de capturer, d'avoir des antennes pour bien comprendre les attentes, comment motiver les gens, comment les promouvoir, et cetera. Est-ce que ça implique une adaptation justement? Bien sûr, et je pense que l'appréhension de n'importe quelle équipe dans n'importe quel pays demande un style de management différent. Je pense que c'est tout le talent d'un bon manager de savoir s'adapter aux équipes qu'il manage. Il y a des aspects culturels entre la vie au travail en France et la vie au travail au Japon qui sont relativement écartés Mmh. ou importantes. Ce qui me vient en tête assez immédiatement, c'est ce besoin de préalignement systématique avant de partager une décision de manière collégiale. Donc il y a la vraie importance de travailler En amont de la en décision. amont, Mmh. presque dans l'ombre, avant d'afficher une décision. Il y a l'acceptation du temps long. Je pense qu'on a une adaptation à l'ambiguïté, à la prise de risque qui est relativement différente entre Français et Japonais. Donc c'est accepter qu'on soit dans un temps qui soit bien plus long au Japon. Mais le temps est plus long pour la décision, le temps est bien plus court pour l'exécution. Alors Mmh. qu'en France, on va plutôt être dans L'inverse, l'inverse, on est ouais. rapide à prendre des décisions, on est plus lent à le mettre de manière alignée en exécution. Heu et heu et ouais, voilà, c'est, je pense, des points assez prégnants que j'ai pu observer en arrivant ici et maintenant qui demandent une très bonne capacité d'écoute, beaucoup d'humilité. J'ai toujours tendance à me dire que, en tant qu'expatrié, en tant qu'étranger dans un pays, moi je suis le seul étranger de la filiale française au Japon. Sur les Heu, 150, tu es le sur les seul? 150, je suis le seul à pas parler japonais. OK. On est 2 ou 3 étrangers, les autres parlent japonais couramment, pas moi. Et donc j'ai toujours tendance à me dire qu'en tant qu'étranger dans n'importe quel pays, c'est à nous aussi de nous adapter. Le système nous a pas attendus, les équipes nous ont pas attendus. Donc c'est savoir avoir le bon équilibre, la bonne humilité pour apporter des choses, mais aussi en apprendre beaucoup. C'est ce qui fait toute la richesse d'un parcours international. Il y a combien de produits au catalogue au Japon qui sont distribués? Il y a combien de produits? Bon, je pense qu'on est pas loin de 1 500 produits en tout. On est présent sur de nombreuses catégories de produits. Évidemment, on a une énorme partie de notre business aujourd'hui qui est opérée sur les catégories non électriques, les poêles, les casseroles, les articles de cuisine. Donc voilà, là, forcément, on va avoir un nombre d'articles qui va être relativement important, de la cuillère en plastique à la poêle de différents diamètres. Mais ouais, on a une présence à la fois à travers les produits non électriques et les produits électriques qui est relativement importante au Japon. Et Seb, donc ça ajoute son image peut-être française, étrangère, de design. C'est quoi les points forts que n'a pas la concurrence locale ou qu'on peut mettre en avant? Je pense que la grande force de Groupe SEB au Japon, ça a été l'innovation, d'apporter des produits différents, non développés par les marques japonaises. C'est ça qui fait la réussite, je pense, d'un groupe étranger au Japon. C'est pas de venir sur les plates-bandes de géants qui ont des capacités d'investissement très importants. Ce qui a fait la réussite de Groupe SEB au Japon, c'est le succès des bouilloires électriques au début des années 2000. Le Japon est un pays dans lequel, jusqu'au début des années 2000, ils utilisaient encore très majoritairement le pot à eau sur la plaque de gaz tous les jours, Incroyable. et sur lequel le groupe était déjà présent sur les bouilloires électriques depuis les années 1960 et a décidé d'importer l'idée au Japon avec des arguments spécifiques au marché japonais. La capacité à faire bouillir de l'eau en un rien de temps, La sécurité peut-être? la sécurité de ne plus utiliser sur le gaz et de le faire aux besoins de volume d'eau spécifiques et non pas de chauffer une grande quantité d'eau de multiples fois dans la journée. Voilà, et c'est ça qui a fait D'accord. exploser la marque Tefal, notamment sur les produits électriques à partir du début des années 2000 et ensuite en apportant d'autres innovations telles que Et justement, quand on regarde les foyers japonais avec cette part maintenant très importante de foyers uniques, de gens qui vivent sur 3 générations, de femmes à la maison, et cetera. Comment la spécificité des foyers japonais rend les produits SEB
attractif ou pas? Il y a peu Et qui de se négocie? moyens électroménagers. D'accord. Je pense que le premier argument de vente au Japon, c'est la compacité, la versatilité des produits. La taille des intérieurs au Japon est souvent contrainte et donc contraint à la possession d'articles d'électroménager. Et donc on doit pouvoir apporter des produits qui savent faire plusieurs choses en même temps, qui sont suffisamment compacts pour pas prendre trop de place, soit sur le plan de travail, soit dans les placards. Aujourd'hui, une bouilloire électrique, elle est encore mise dans les placards quasiment quotidiennement, hein. Elle reste pas sur le plan de travail parce qu'il n'y a pas assez de place. Et puis ensuite, le japonais, il recherche de manière générale, il est relativement pragmatique, il recherche de la simplicité d'utilisation, des designs relativement épurés, des couleurs relativement épurées. Et voilà, c'est ça qui nous oriente à choisir des produits plutôt que d'autres, mais toujours compacts. Là, il y a un produit, je crois, qui est aussi, à part la bouilloire électrique, c'est l'autocuiseur. Alors, rice cooker est une autre catégorie qu'on a pénétrée. Alors là, pour le coup, beaucoup plus récemment. Ça fait 3 ans qu'on est rentré sur le marché des cuiseurs à riz au Japon. Donc Donc là, vous allez vraiment c'est comme vendre des jeux vidéo au Japon, quoi. voilà, c'est un peu comme vendre Des des jeux sushis, vidéo, ouais, des exactement. sushis, Donc ça, c'est certainement un des plus gros paris qu'on ait pris dans les dernières années au Japon. C'est oser mmh. de venir sur le marché des cuiseurs à riz dans le pays qui vend le plus de cuiseurs à riz au monde. Et en fait, on a utilisé une force du groupe, une entité majeure qu'on a en Chine, qui aujourd'hui est marque leader du marché chinois sur les cuiseurs à riz, qui a une technologie spécifique qu'on a trouvée très intéressante à pouvoir amener au Japon, avec une cuisson sous infrarouge. Donc c'est une technologie chinoise adaptée, dans un produit SEB ou? C'est une technologie chinoise, donc c'est une marque qui fait partie du groupe SEB, qui s'appelle Support, qui est en Chine. Et on a D'accord. apporté la technologie pour développer un produit spécifiquement pour le Japon. Heu, Et c'est quoi le truc? C'est que c'est plus rapide, ça consomme Ça veut moins dire que d'eau, c'est ça cuit plus à cœur le riz. Donc on a un résultat de texture et de goût qui est très spécifique avec la cuisson infrarouge, qui est reconnue par les Japonais. Mais on a des retours de nos consommateurs qui sont relativement exceptionnels. il y a d'autres étrangers comme ça qui se sont lancés sur ce produit? Parce que ça me Non, paraît, je crois que le cuiseur à riz, on doit être les seuls à être les seuls, avoir tenté l'expérience. ça va être fascinant. Heu, c'est pas simple, on gagne des parts de marché, voilà, au fur et à mesure, on se fait connaître sur cette catégorie. Donc en fait, OK. le groupe SEB, historiquement, si vous connaissez la marque SEB, ce qui a fait la réputation du groupe, c'est la cocotte minute Mmh. de la marque SEB. Et donc dans les années 2000, on a étendu cette catégorie, on a électrisé la cocotte minute. Et donc dans les années 2015, on a apporté ce produit sur le marché japonais, qui s'appelle Cookéo en France, qui s'appelle Cook for Me au Japon. Et on a développé dans les 2 dernières années un produit plus adapté au marché japonais, avec une palle de mélange au fond de la cuve, pour permettre de préparer des recettes de sauté. Et c'est un produit qui a été spécifiquement développé pour le Japon. La carte française, l'image c'est un plus ou un moins, par exemple, On sur la Coco? revendique pas sur ce type de produit. Il y a une partie des Japonais qui ne sait pas que Tefal est français, OK, qui pense que Tefal est japonais. OK. Bien qu'on centre la communication sur le fabriqué en France, on fabrique encore très majoritairement en France les produits qu'on importe au Japon. Vous fabriquez Petit des poêles que vous exportez au Japon? Ah bien sûr, on fabrique encore à plus de 2/3 les produits qui sont vendus au Japon dans nos usines françaises, Ah ouais. à côté d'Annecy, dans une des plus grosses usines mondiales de poêles et de casseroles à Rumilly. Heu, Et bon, alors j'imagine que le yen faible est pas une super nouvelle. ouais, non, le lien faible n'est pas vraiment une super nouvelle, Bon, mais bon, j'ai envie de dire maintenant ça fait c'est 10 comme ans ça, qu'on est on est dans ce habitué. contexte, donc on essaye de s'habituer. Et les habitudes alimentaires des Japonais, que c'est plus de poisson, que justement plus de riz que de pain, et cetera, ça change ce que vous offrez ou ça? Ça change les produits qu'on décide de lancer au Japon. On Alors sur des produits versatiles, type le cuiseur sous pression électrique dont on parlait avant, ça permet de réaliser n'importe quelle recette, de l'entrée au dessert, du poisson à la viande, voilà, donc c'est le type de produit sur lequel on a certainement moins besoin de réfléchir. Sur d'autres produits qui vont être plus spécifiques à certaines recettes type et des produits d'électroménager pour la pâtisserie, par exemple, qu'on a en Europe. Ici, la première chose à laquelle on va penser, c'est ça peut être un besoin, mais c'est un besoin qui est spécifique avec un produit D'accord. additionnel. Est-ce que le japonais va aller s'équiper d'un produit additionnel qui va pas répondre à une transversalité?
certainement pas. On Mmh. décide de pas lancer. Alors on dit souvent que les Japonais n'étaient pas très sensibles au prix et cetera. Est-ce que ça reste le cas ou c'est quoi les critères entre design, performance, simplicité? C'est une question intéressante. Moi, je dirais pas que le prix est pas important. Alors peut-être le rapport qualité-prix est Ouais, important. je pense que le rapport praticité, Praticité-prix. simplicité d'utilisation, prix est importante. En arrivant au Japon, j'ai été surpris de voir que sur nos catégories, on a des montées en gamme, qui ne vont pas aussi loin qu'on peut le voir sur d'autres marchés. C'est-à-dire vous êtes limité dans le enfin, On monte pas sur des niveaux de prix qu'on peut voir, par ailleurs? exemple en Europe, OK. sur certaines catégories de produits. J'étais relativement surpris parce qu'on est En sur, général, vous voulez dire? niveau de pouvoir d'achat qui est Oui. relativement équivalent. Le consommateur japonais, il est très pragmatique. Donc des fonctionnalités Wi-Fi, Bluetooth qu'on a pu voir, exploser sur pas mal de produits en Europe, sur beaucoup de produits. Ici, ça a pas eu un succès, incroyable OK. parce que le japonais, il a été encore une fois, voilà, pragmatique, ça va rien m'apporter, et donc on est resté sur des niveaux de prix, plus raisonnables. Il y a tellement de modes de cuisson, de modes de cuisine, d'ingrédients, il y a une telle palette de choses, est-ce que ça vous oblige dans les produits à être plus spécifique? Je sais pas, moi, chez moi, j'ai des fonctions pour faire des beignets de poulpe, le four, il y a un truc spécial pour le poisson. Est-ce que ça vous oblige à des trucs comme ça que vous feriez pas ailleurs? Bien sûr, on a besoin de s'intégrer dans l'environnement compétitif, heu, parfois sans que nécessairement que les fonctions soient utilisées, par, la plupart d'entre nous, mais, j'ai envie de dire c'est des tickets d'entrée, qu'on doit avoir sur certaines catégories où, on doit, voilà, apporter certains critères, certaines, fonctions spécifiques. On l'a au Japon, on l'a sur n'importe quel marché, dans le monde. Voilà, maintenant nous, ce qu'on essaye de venir apporter, c'est, la fonction en plus, le truc malin en plus, qui va faire que, Tefal va apporter sa valeur de, simplification, du quotidien, Mmh. des consos, qui est encore une fois la vraie valeur de marque, que ce soit au Japon, mais aussi de manière mondiale. Et comment on perce et comment on se maintient, comme ça sur les radars sur le marché japonais? Est-ce que c'est des événements? Est-ce que c'est des campagnes de pub? Est-ce que c'est une icône? Est-ce que c'est un Ce qui a facilité la pénétration, de Tefal au Japon, ça a évidemment été l'innovation. il y a une presse spécialisée par exemple ou un peu forte ou prescriptrice ou Il y a du bouche à oreille très fort, il y a une loyauté extrêmement importante, des, consommateurs japonais. Donc à partir du moment où ils sont convaincus, il faut pas les perdre? il faut pas les perdre et les choses, elles vont se faire de manière assez naturelle. On a beaucoup investi à la télé, on a été, très présent en télé, on l'y est encore aujourd'hui, un peu moins que Yann, mais on a eu des vagues de pubs télé, spécifiquement développées pour le Japon. On a, évidemment eu tout un tas d'événements pour faire connaître nos nouveaux produits, et on a, pénétré, la distribution, graduellement. Aujourd'hui, on est présent, dans tous les canaux de distribution au Japon. On a nos magasins, on a 70 magasins au Japon, donc on voit la marque Tefal, dans le panorama japonais. Vous êtes une des rares marques de grande consommation européenne au Japon, en fait. On est une des rares marques, ouais, européennes, notamment sur, les marchés, du petit électroménager ou du non électrique à être présent, au Japon. Et quand vous dites petite technologie, c'est-à-dire c'est pas le micro-ondes? C'est pas le Donc micro-ondes. Le ça micro-ondes, arrête avant. ouais, ça s'arrête avant exactement. De la cuisine aux, produits, d'aspiration, d'entretien, de soins du linge, sans monter, sur, des produits qui vont être un peu plus, imposants, dans la cuisine. Quand tu regardes le marché japonais, on imagine ces évolutions, donc un marché avec des comment dirais-je? Des foyers, enfin plus de foyers uniques, peut-être une vision de la famille qui évolue comme partout ailleurs. Comment tu vois l'évolution de ce marché à 5 ou 10 ans? J'ai une remarque qui m'est souvent partagée par, nos clients, de la distribution japonaise, qui est, le pouvoir d'innovation des marques japonaises qui a eu tendance à se perdre, sur, les dernières années. Ils le regrettent, parce que c'est, l'innovation sur nos catégories, qui crée, la demande, le besoin et le dynamisme. On a la chance d'être, dans une industrie où, souvent le demain il n'est pas encore inventé. Donc il y a plein de catégories qui naissent, à 5 ans, qu'on, n'avait pas tellement anticipé 5 ans auparavant. Et j'ai envie de dire, c'est, la partie du marché sur laquelle on a envie de s'aventurer. Mais je pense que les marques gagnantes, c'est celles qui auront la capacité à oser, dans un marché qui a tendance à être relativement conservateur. C'est ça qui fait le succès, je pense, de notre marque au Japon. Dernière question, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va arriver au Japon ou qui vient d'arriver, qui veut évoluer dans un groupe, international?
Moi, je parle encore une fois, toujours beaucoup d'humilité. L'humilité, ça doit être dans son parcours professionnel, ça doit être la capacité à, se mettre à risque, bien se connaître, aller développer des compétences qui soient, transverses, pour, apporter plus de valeur demain, sur d'autres fonctions. Cette même humilité, elle doit, aussi être au centre d'un parcours international. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais, voilà, faut savoir se mettre en posture, plus basse, parce qu'on arrive dans un pays qui est pas le nôtre. On arrive Mmh. dans une culture qui est pas la nôtre. Donc beaucoup d'écoute, beaucoup d'adaptation. Et moi je, m'efforce au quotidien à, essayer d'être, à la fois un employé, un manager, un patron, mais aussi un immigré, exemplaire, en respectant, les normes, les règles locales, autant que j'y arrive. Merci beaucoup Julien. Merci.